Alain Richard, peut-être, oui. On a mis un conseiller d'État pour équilibrer. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les commissaires et chers collègues, c'est évidemment un honneur et un challenge pour nous de nous exprimer devant vous en essayant de résumer brièvement, de manière à laisser beaucoup de temps au débat, l'état de notre travail qui s'achèvera dans un peu plus d'un mois. Je rappelle les chapitres précédents. Donc la mission a été sollicitée par le gouvernement pour établir les bases du schéma de contractualisation du pilotage des dépenses locales et a rendu un rapport à cette fin au début décembre de manière à permettre la mise au point du projet après des entretiens à la conférence de Cahors et vous avez voté le projet de loi qui est issu, enfin l'article qui est issu de cette réflexion, qui est maintenant dans la loi de programmation du 22 janvier 2018. Ensuite, le gouvernement, qui était en dialogue avec l'Assemblée des départements de France, nous a également demandé d'essayer de formuler un schéma de stabilisation de la charge des allocations individuelles de solidarité supportées par les départements, proposition que notre équipe a essayé de formuler pour les premiers jours du mois de mars et qui sert en ce moment même de base à des entretiens entre le gouvernement et l'association des départements qui pourraient se conclure dans les toutes prochaines semaines. Donc c'est maintenant, alors nous reviendrons sans doute sur ces chapitres-là, mais c'est maintenant, nous sommes dans la dernière ligne droite où nous devons essayer de répondre à une commande assez exigeante que je résume en 3 objectifs. Remplacer l'intégralité du produit de la taxe d'habitation, puisque sa suppression est l'hypothèse de base, sa suppression intégrale, la remplacer par une ressource fiscale au bénéfice des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sachant que dans les derniers chiffres dont nous disposons, qui sont ceux de 2016, la somme à remplacer représente 21,7 milliards. Donc si on essaye d'anticiper de quoi on parlera à l'échéance 2020, on est plutôt sur une esquisse à 24 milliards. Deuxième objectif, proposer l'équilibrage budgétaire nécessaire qui résultera du dégrèvement supplémentaire bénéficiant aux propriétaires de résidences secondaires et aux assujettis à la taxe d'habitation relevant des 20% les mieux rémunérés, enfin, ayant les revenus les plus élevés, qui sont donc les nouveaux dégrevés après ce qui figure déjà dans la loi de finances 2018. Donc là, nous parlons d'une ardoise qui, au chiffre 2016, représente un peu plus de 8 milliards, dont 30% relatifs aux résidences secondaires et le reste relatif à la taxe acquittée par les ménages des 20%. Donc ça, c'est un équilibrage budgétaire, puisque la somme en question ne figure pas à l'heure actuelle. C'est un dégrèvement supplémentaire et la somme équivalente ne figure pas dans la programmation des finances publiques. Enfin, puisque l'expression choisie par le Président et par le Premier ministre pour l'exercice est qualifiée de refonte de la fiscalité locale, cela inclut pour nous le devoir de procéder à une revue du dispositif fiscal global attribué au niveau de collectivité territoriale, j'y reviendrai. Ceci représente, toujours au chiffre 2016, la modique somme de 129 milliards d'euros, donc à peu près 6 points de PIB, et ça se décompose en 15 prélèvements principaux, dont 4 sont déjà des attributions de fiscalité nationale. Et donc, nous serons amenés, dans la mesure de nos possibilités, à faire quelques propositions d'aménagement ou de réforme de certains de ces prélèvements, de manière à se rapprocher d'objectifs d'équité
de rendement approprié au fonctionnement des collectivités et d'absence de distorsion économique. Nous avons résolu, parce que ça nous paraissait l'application normale de notre lettre de mission, de travailler dans le respect de la stabilité de la répartition institutionnelle actuelle. Et je souhaite souligner qu'en la matière, nous avons affaire à 4 niveaux de responsabilité locale, puisqu'il y a une fiscalité spécifique aux établissements publics de communautés, de collectivités, coopération intercommunale. Donc, nous avons donc à nous placer dans la donne institutionnelle que, je crois, aujourd'hui, une grande majorité souhaite stabiliser autour de ces réalités. Donc, trouver financement des communes, des EPCI, des départements et des régions. Et, comme le disait le président Woerth à l'instant, nous avons évidemment l'obligation de travailler dans le respect des exigences constitutionnelles relatives à l'autonomie financière des collectivités territoriales, telle qu'elle est énoncée par l'article 72.2 de la Constitution, dont je rappelle qu'elle englobe d'une part les prélèvements à caractère local dans lesquels une collectivité fixe l'assiette ou le taux d'une imposition localisée, mais également, ça fait partie de l'autonomie financière, les attributions de fiscalité nationale dans une répartition stable et garantie par la loi. Et il y a eu quelques discussions pour s'assurer de l'interprétation de la décision du Conseil constitutionnel qui a authentifié la loi organique qui porte application de ce principe d'autonomie financière. Il en résulte que toute attribution fixée par la loi d'une part d'imposition nationale relève bien, participe bien à cette autonomie financière. Et donc, nous ne sommes pas au bout de notre travail, mais à la réflexion, nous ne voyons pas d'utilité à remettre en question cette définition de l'autonomie financière, en particulier parce que, si elle fait une synthèse entre l'application d'un pouvoir fiscal local immédiat et une répartition de recettes fiscales issues d'une fiscalité nationale, ceci assure un équilibre entre l'autonomie purement locale avec des ressources locales et un minimum de compensation des inégalités territoriales, puisque, évidemment, plus vous avez de spécificité et de rattachement local à vos recettes fiscales, plus vous avez de différences entre territoires, à la fois quant au niveau de base et quant à la dynamique comparée. Donc, nous pensons, je vais résumer l'état de nos réflexions sur le premier sujet que j'ai mentionné, c'est-à-dire le remplacement, la substitution des 24 milliards à l'avenir dont nous parlons, sachant que notre travail n'est qu'à peine entamé sur l'autre composant principal, c'est-à-dire le rééquilibrage budgétaire résultant, enfin nécessaire à la suite de la suppression des 20% et des résidences secondaires, sur lequel nous débattrons peut-être dans les questions, mais sur lequel nous n'avons pas pour l'instant d'esquisse de proposition. Donc en ce qui concerne le remplacement de la taxe d'habitation, nous allons travailler, parce qu'évidemment, notre mission n'est pas de conclure, elle est de faire des propositions et donc d'ouvrir des alternatives. Et donc, notre intention est de travailler sur 2 familles de solutions en alternative. La première, fondée sur le transfert de ressources fiscales aujourd'hui attribuées aux départements vers le bloc communal, ressources fiscales qui ne peuvent être que la taxe foncière départementale d'une part et tout ou partie des droits de mutation attribués aux départements. Ceci se traduirait donc, et bien entendu, le manque à gagner des départements à l'échéance 2020, en supprimant ces ressources propres des départements, serait compensé par l'attribution à due concurrence d'une attribution d'impôt d'État.
À chaque fois, naturellement, je ne l'ai pas dit, mais nous travaillons dans l'hypothèse où, pour chaque collectivité, individuellement, le résultat à atteindre doit être le remplacement à l'euro près de la valeur de recettes fiscales attendues par la collectivité en question pour l'année 2020. Donc, premier schéma de solution, transfert de ressources fiscales propres des départements vers le bloc communal, ce qui veut donc dire qu'il faut aussi prévoir de les répartir entre les communes et les EPCI. Cette solution-là se traduit, vous l'avez compris tout de suite, d'une part par une compensation avec une dynamique de recettes des départements, mais assortie de la perte de pouvoir de taux des départements, puisque le seul pouvoir de taux les deux seuls pouvoirs de taux dont ils disposent sont sur la taxe foncière avec une quasi complète liberté de taux et sur les droits de mutation avec par contre là un plafonnement qui a été atteint par la quasi-totalité des départements. Donc dans cette hypothèse-là, les départements n'ont plus de pouvoir de taux, ce qui est un sujet d'interrogation pour des collectivités qui gèrent près de 70 milliards de dépenses de fonctionnement. En revanche, pour les communes et les intercommunalités, il y a le transfert d'une ressource connue, identifiée et ayant aussi sa dynamique. Simplement, même si on parvient, quand on fait les calculs, à une compensation équilibrée au niveau macroéconomique, c'est-à-dire quand on fait le tableau des 36 000 collectivités intéressées, évidemment, quand on regarde unité par unité, le transfert des droits de mutation et du foncier localisé dans la collectivité avec les taux départementaux en vigueur va tomber juste, si j'ose dire, dans 2 ou 3% des collectivités, va tomber en excédent dans ce que nous avons comme première esquisse d'évaluation dans la grande majorité des petites communes et des intercommunalités à faible population, et avec au contraire un déficit à combler assez substantiel dans les collectivités urbaines ou périurbaines. Ce qui veut dire que cette solution, qui présente de bons arguments, implique la mise en place, et les anciens se souviennent de l'expérience toujours en cours de la taxe professionnelle, suppose la mise en place d'un fonds national de garantie individuelle qui va donc comporter un certain nombre de dizaines de milliers de lignes, de manière que tout le monde ait, à la date, au point zéro, une compensation exacte. Et ensuite, évidemment, il y a un sujet qui mérite attention, qui est la manière dont évolue la répartition et le bénéfice de ce fonds de garantie. Donc ça, c'est la première famille de solutions. J'insiste bien sur le fait que vous entrez dans ce schéma-là, quand vous avez pris une des voies, vous rencontrez quelques dizaines de variantes sur lesquelles il faudra, évidemment, si on veut que notre document soit exploitable, que nous fassions un choix. C'est-à-dire que si nous nous amusons à présenter une solution, des propositions avec 30 ou 40 variantes différentes, la chose est inexploitable. Donc nous ferons, chemin faisant, quelques choix de préférence de ce qui nous paraît le plus rationnel et le plus fonctionnel pour répondre à la commande. La deuxième famille de solutions, évidemment, elle est symétrique, c'est-à-dire qu'elle consiste à maintenir la situation fiscale globale des départements, alors que il n'a échappé à personne qu'elle n'était pas exempte de critiques, notamment quant à l'adéquation entre la taxe foncière et qui est leur ressource principale et les besoins financiers, enfin la dynamique de dépenses des départements. Et il y a aussi évidemment des différences territoriales très substantielles entre départements du fait justement de la répartition des ressources en taxe foncière et en droit de mutation. Donc, la deuxième famille de solutions consiste malgré tout à garder cette donne fiscale bénéficiant aux départements et attribuer une part de fiscalité nationale directement aux 35 500 communes et aux 1230 établissements publics de coopération intercommunale. Donc, les avantages et inconvénients sont symétriques. C'est-à-dire que dans ce cas-là, évidemment, on assure aux départements le maintien de leur situation. Et pour les communes, on leur assure une nouvelle recette dynamique à la place, enfin communes et EPCI, une nouvelle recette dynamique à la place de ce qu'ils perdent en taxes d'habitation.
situé à l'euro près à l'année 2020, mais avec une dynamique ultérieure, mais avec une perte de pouvoir de taux, puisque à ce moment-là, le pouvoir de taux des communes et intercommunalités ne s'applique plus que sur la taxe foncière, et l'attribution de fiscalité nationale ne donne pas lieu à l'application d'un pouvoir de taux. Il nous semble que c'est autour de ces deux scénarios que doit se poursuivre la réflexion pour répondre à l'objectif de remplacement effectif avec une dynamique fiscale, avec une réalité de ressources pour le bloc communal, puisque c'est lui qui perd le bénéfice de la taxe d'habitation. Quelques mots pour préciser à quels impôts nationaux nous pensons. Puisque l'éventail n'est pas très large, sachant qu'on cherche un peu plus de 20 milliards d'euros, un peu plus d'un point de PIB. La CSG a été évoquée. Il nous semble, en l'état de nos analyses juridiques, qu'il n'y a pas d'obstacle constitutionnel à l'attribution d'une part de la CSG à d'autres que les caisses de sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel, à notre avis, s'est prononcé explicitement dans ce sens. Donc c'est possible. Simplement, et nous en entendrons d'ailleurs peut-être un écho lorsque nous irons présenter nos réflexions à peu près dans les mêmes conditions au Haut Conseil du financement de la protection sociale, ça peut être un signal plus ou moins facilement compris par la société française qu'on distrait une part de la CSG qui ne comble pas tout à fait aujourd'hui les besoins de la protection sociale pour financer, certes, des missions sociales, mais dans des collectivités territoriales. La CSG est une des possibilités. L'autre, qui vient tout de suite à l'esprit et qui est fortement dans le nôtre, c'est la TVA, parce qu'on l'a fait pour les régions à une assez nette satisfaction de leur part, et puis du point de vue de la sécurisation des bénéficiaires, l'avantage de la TVA, comme je dis parfois, c'est un paquebot qui avance. Il n'y a pas d'incertitude ni sur le mode de calcul, puisqu'il est encadré par l'Union européenne, ni sur la dynamique qui est extrêmement voisine du PIB. Il y a une troisième piste que nous regardons qui ne peut pas aboutir au total des 23 ou 24 milliards, mais qui peut, par exemple, si on répartit suivant les bénéficiaires, offrir une troisième piste, qui est la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, qui est appelée à une belle croissance, comme les membres de la Commission des finances le savent dans l'avenir, du fait que sa composition de taxe carbone a une croissance programmée pour les années qui viennent. Donc de retrancher plusieurs milliards d'euros des recettes de l'État pour les transférer aux collectivités locales est possible aussi avec cet outil-là. Bien entendu, quel que soit celui qu'on choisit, nous excluons l'impôt sur le revenu pour les raisons symétriques. C'est qu'il est sans doute le moins porteur de certitude, de sécurité financière pour les bénéficiaires. En plus, quand on regarde les masses disponibles sur la CSG et sur la TVA, naturellement, le disponible sur l'impôt sur le revenu est nettement plus faible. Donc ce serait un facteur de déséquilibre du budget de l'État. Bien entendu, je ne développe pas ce point, mais si on essaye de trouver une solution pérenne, il ne suffit pas de dire l'année N, nous transférons, l'État, le gouvernement, le Parlement transfère aux collectivités X l'impôt Y, mais il faut aussi définir comment ce transfert se traduit dans la durée si l'impôt en question est modifié. Et par exemple, en ce qui concerne la TICPE, si on transfère à 2020, la logique, c'est que ce soit l'assiette et le taux de la TICPE applicable en 2020 qui reviennent à la collectivité bénéficiaire. Et s'il doit y avoir, il y aura une croissance de la TICPE du fait de l'augmentation de la taxe carbone au-delà de 2020, il n'y a pas de logique à ce que les collectivités bénéficiaires aient en quelque sorte cet effet d'aubaine. Il s'agit d'un remplacement avec une dynamique liée au PIB et pas une dynamique fiscale liée à un accroissement de prélèvements. Je termine en soulignant que tout ça sont évidemment des options ouvertes aux législateurs. Dans la partie refonte, c'est-à-dire réexamen des autres prélèvements qu'il n'est pas question de supprimer, nous voyons déjà
deux sujets sur lesquels il faudra revenir, c'est-à-dire en fin de mission, nous serons amenés à préconiser qu'un travail approfondi soit fait pour réformer ces prélèvements. Le premier, c'est naturellement la taxe foncière, qui, au total, dans les comptes d'aujourd'hui, si j'englobe la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, représente le double en produit de la taxe d'habitation. Donc ça mérite de s'y intéresser, puisque ça restera la principale ressource de fiscalité locale. Donc nous préconiserons certainement, mais il faudra donner quelques détails, la révision des valeurs locatives cadastrales pour le calcul de la taxe foncière, en sachant que ça a un échéancier qui va bien au-delà de notre réforme, c'est-à-dire que notre sentiment est que la première date d'exploitation de valeurs locatives révisées serait au mieux 2023, et ça serait forcément une mise en place échelonnée dans le temps. Il y a un autre sujet sur lequel il faudra, je crois, réfléchir en ce qui concerne la taxe foncière, qui est sa dynamique de croissance de taux, qui s'est quand même manifestée avec une grande permanence au cours des 10 ou 15 dernières années, qui en fait donc le principal impôt sur le capital, avec une croissance qui peut devenir problématique si on la met en regard avec la volonté de provoquer un choc d'offres sur le logement qui ne va pas très bien avec un alourdissement progressif du principal prélèvement forfaitaire sur cette même valeur. Donc, alors même qu'il s'agit d'un impôt où il y a un pouvoir de taux, pour l'instant presque inconditionnel, il faudra forcément se poser la question d'un mécanisme de prévention d'une croissance qui deviendrait problématique des taux additionnés de taxes foncières. L'autre domaine dans lequel nous préconiserons certainement une modification, c'est les droits de mutation, qui présentent deux difficultés. La première, qui est territoriale, qui est que leur bénéfice était extraordinairement inégal entre les zones géographiques, c'est-à-dire qu'il y a des zones en croissance urbaine et en dynamisme économique dans lesquelles les droits de mutation progressent gaillardement lorsque, disons, les transactions immobilières sont en état normal, alors qu'il y en a d'autres pour lesquelles ça représente une ressource aujourd'hui quasiment en attrition. Donc la solution pourrait être de remettre, comme c'est déjà en germe à travers des péréquations, les droits de mutation au niveau national et les redistribuer ensuite aux territoires bénéficiaires et les reverser aux territoires bénéficiaires en fonction d'un schéma de répartition qui soit plus solidaire. Il reste un sujet... Vous aurez le temps de vous émouvoir juste après. Il reste... Merci. Un sujet... Oui, non, mais... Les mannes de Caillot sont encore dans cette salle et par conséquent, c'est un lieu de passion, tout le monde le sait. L'autre sujet sur lequel nous devons réfléchir, parce que nous sommes certains à avoir souhaité que ce soit dans la lettre de mission, c'est la recréation d'un impôt local citoyen. Ceci a été demandé au gouvernement par une grande majorité des maires, et donc il serait incomplet de présenter un rapport sur ce sujet et de ne pas en dire un mot. Donc il va nous incomber de faire une esquisse de ce que serait un impôt qui permettrait donc d'associer aux charges de fonctionnement de la commune, éventuellement de l'intercommunalité, les citoyens qui sont résidents, utilisateurs de services publics et non propriétaires. C'est un sujet qui est évoqué non seulement par les élus locaux, mais qui existe dans la population, avec ce sentiment que certains seulement contribuent aux charges de la collectivité et d'autres non. Si nous faisons cette proposition, elle aura, nous semble-t-il, deux caractéristiques. La première, c'est que pour que ce soit faisable, le montant à retirer de cette contribution nouvelle serait très substantiellement inférieur à celui de la taxe d'habitation. Sinon, il y a évidemment un problème d'acceptabilité et de faisabilité qui n'est pas surmontable. Donc on imagine d'être plutôt autour de quelque chose qui serait le quart ou le cinquième du produit de la taxe d'habitation. Donc il s'agit d'une contribution de montant modéré. Et d'autre part,
Il nous semble que pour l'asseoir, il n'y a qu'une piste qui est une prise en compte des revenus, alors sous une forme certainement simplifiée, et avec un pouvoir de taux qui serait simple, c'est-à-dire avec un taux uniforme, et avec des limites légales, de manière évidemment éviter les situations imprévisibles. Je termine en disant que dans notre travail de refonte, il nous faudra aussi analyser si la ventilation de ces 15 recettes entre les 4 niveaux budgétaires est optimale. Il ne nous semble pas forcément mauvais que 2 ou 3 niveaux de collectivités bénéficient de la même ressource fiscale, mais aujourd'hui, il y a une complexité, et notamment là où il y a un pouvoir de taux, une situation d'empilement de taux qui présente quand même des inconvénients sérieux et qui pourrait nous conduire à esquisser une répartition un peu plus optimale entre les niveaux de collectivité, et les praticiens savent bien qu'en particulier, le sujet commune, intercommunalité mérite réflexion. Est-ce qu'il doit y avoir une espèce de pot commun fiscal entre communes ou intercommunalités, ou est-ce qu'on doit aller vers des paniers fiscaux équilibrés, certes, mais plus distincts entre collectivités, entre communes et intercommunalités? Il restera, une fois que ce travail aura été rendu et que naturellement le gouvernement et le Parlement se seront prononcés, à revoir les schémas de péréquation, puisque les schémas de péréquation supposent que la donne fiscale soit stabilisée, et donc de faire des préconisations de péréquation maintenant, alors qu'on est à l'approche d'une réforme fiscale, nous paraîtrait illogique. Donc c'est un rendez-vous pour notamment les commissions des finances du Parlement de réfléchir de nouveau à ce sujet. Nous aurons terminé pour notre part pour le 1er mai, ce qui veut dire que le gouvernement et le Parlement pourraient être en situation de prendre les décisions. Naturellement, tout ne s'arrêtera pas avec le dépôt de notre rapport, il y aura bien d'autres échanges et concertations, mais le gouvernement et le Parlement pourraient être en situation de prendre les décisions maîtresses en ce qui concerne cette refonte, cet ensemble de réformes, avant la fin de l'année 2018, de manière à ce qu'on n'attende pas la veille de l'application en 2020 pour fixer les nouvelles normes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à Dominique Bur.